Exceptionnel. Je vais traverser l'Europe et suivre les traces du Hercule Poirot d'Agatha Christie à bord de l'Orient Express. C'est extraordinaire. Mais c'est là bien plus qu'un simple déplacement ferroviaire. Je vais remonter le temps, car l'Orient Express n'est pas qu'un train. C'est une légende, dont les wagons ont parcouru une Europe changeante pendant plus d'un siècle. Je vais découvrir certains des drames bien réels dont ce train fut témoin, et aurai même la chance de vivre le rêve de n'importe quel petit garçon. Je n'en reviens pas. Je suis en train de conduire l'Orient Express. Santé. Dans l'esprit des voyages d'antan, ce périple m'emmènera jusqu'à Venise et Prague. 10 minutes. Venez vous joindre à moi, à bord du train le plus célèbre du monde. Mon voyage commence à Londres, à la gare Victoria Station. C'est d'ici qu'il y a plus d'un siècle, des milliers de voyageurs enthousiastes partaient pour leur premier voyage en Europe. Aujourd'hui, je vais quitter le monde moderne et remonter le temps, jusqu'à une époque d'élégance et de raffinement. Je souhaite éclaircir un mystère, celui de l'Orient Express. Je veux savoir pourquoi il est, depuis plus d'un siècle, le train le plus réputé du monde. Et pourquoi l'auteur de romans policiers la plus renommée de toutes choisit ce train comme théâtre de l'un de ses crimes les plus ingénieux. Résolu, bien évidemment, par le brillant détective Hercule Poirot. Monsieur, Bonjour. vous allez bien? Oui, merci. Puis-je avoir vos documents? Mon passeport. Parfait. Y a-t-il des bagages que vous souhaiteriez nous confier? Celui-ci. D'accord. Je peux garder ces deux-là? Bien sûr. Bon voyage à vous. Merci beaucoup. J'aurai avec moi à bord 160 compagnons de voyage. Et mon alter ego, le détective belge Hercule Poirot, sera lui aussi un peu de la partie. Non, non, Pas de meurtre, s'il vous plaît. On est là pour se détendre. pas sur ce trajet. La façon dont fonctionne l'esprit d'Hercule Poirot est particulière. Il aurait sûrement déjà deviné qui sont tous ces gens, ce qu'ils font dans la vie, etc. Je vais essayer de faire pareil. Je regarde les visages et les vêtements et j'essaie en quelque sorte de deviner des traits de personnalité. Avec qui ils sont et pourquoi. Certains se sont mis sur leur 31. Je suis content d'avoir mis une cravate. On vient de me dire que le train allait arriver dans 1 minute. Donc je vais faire une photo. On m'a aussi dit qu'il n'était pas à vapeur. Ce n'est plus autorisé apparemment. Mais voilà, l'Orient Express. Tout comme à l'époque, mon voyage se fera à bord de 2 trains anciens. D'abord, le British Pullman m'emmènera jusqu'à Folkestone, d'où je traverserai la Manche. Une fois à Calais, je retrouverai l'Orient Express à proprement parler, qui me conduira jusqu'à Venise et Prague. Monsieur Suchet, Bonjour. bienvenue à bord. Merci beaucoup, monsieur Monk. Chef de train. Enchanté. Si vous voulez bien me suivre. Merci. On connaît le coupable. Pas moi. Allons-y. Merci. C'est très beau. Dans les années 20, décennie de l'élégance, ces voitures Pullman étaient considérées comme de vrais palaces sur roues. Cette marqueterie, chaque wagon est unique et d'époque, et fut rénové pour retrouver sa splendeur d'antan. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on n'aura pas de meurtre. Je l'espère moi aussi. Je l'espère. Je me fais un peu de soucis. C'est vrai? Vu que vous êtes là, Ne vous inquiétez pas, justement je suis là. Sans la moustache, mais je suis là. oui, je vous fais confiance. Un fauteuil. Très confortable. Monsieur, Bonjour. à Bellini? Avec plaisir. Je suis surexcité de me lancer dans cette aventure épique. À ce beau voyage. L'Orient Express représenta une véritable révolution des voyages ferroviaires à l'époque victorienne. Tout commença en 1883 avec un homme, un Belge qui plus est. Georges Nagel-Makers intégra des voitures couchettes et voitures restaurants de luxe à ses trains et les fit circuler non pas au sein d'un même pays, mais par-delà les frontières, dans une Europe agitée. Pour la première fois, il était possible de parcourir des milliers de kilomètres dans le confort et à une vitesse conséquente.
Ah, voilà. Sur la Tamise. Pour moi, c'est le plus beau fleuve du monde. J'adore la Tamise. On ne saurait sous-estimer l'impact social et politique que les voyages en train eurent sur l'Europe à la fin du 19e siècle. Sans les chemins de fer, je ne serais sûrement pas là. Mon arrière-grand-père voulait quitter la Lituanie et n'aurait jamais pu, jusqu'à ce que les chemins de fer se développent. Le train est devenu un passeport pour une vie nouvelle. Ça a dû être tellement incroyable pour tellement de gens de pouvoir partir et parcourir des distances qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir parcourir un jour, en un temps relativement court. C'est ça que m'évoque le chemin de fer. Tout s'est bien passé? C'était parfait. Très bien. Ce wagon Pullman est un véritable morceau d'histoire. Il garde en lui le souvenir de toutes les personnalités importantes qui sont montées à son bord. L'un de nos wagons a transporté la dépouille de Winston Churchill. Un autre était le préféré de la reine-mère. Celui-là? Non, celui-là c'est le Gwen, l'une des plus vieilles voitures du Brighton Bell. Parlez-moi des noms des wagons. Les wagons du Brighton Bell portent tous des prénoms féminins. Vera, Gwen, Audrey. La rumeur dit que ce sont les noms des maîtresses des hommes qui ont conçu ces wagons. Mais on ne saura sans doute jamais la vérité. C'est très élégant. C'est une élégance que, malheureusement, on ne retrouve plus de nos jours. Même si ces trains étaient fonctionnels, ils étaient spéciaux. Ce n'est pas un cliché biaisé du genre « c'était mieux avant ». Je pense que c'est vrai. Et bien sûr, c'est tout le plaisir que j'ai à jouer le personnage d'Hercule Poirot. J'évolue dans un cadre élégant en permanence. À la fin de mon petit déjeuner, je quitte Gwen, Audrey et ses sœurs Pullman pour entamer la prochaine étape de mon voyage. Oh, il y a des musiciens. On a des musiciens. Merveilleux. Regardez ça. Aucun voyage en train depuis le Royaume-Uni à l'époque ne pouvait se faire sans interruption. La Manche barrait la route. Regardez ça. C'est pour moi? Et je traverse la Manche comme Hercule Poirot s'y attendrait. Merci. Ce n'est pas de cette façon que les passagers passaient normalement du côté européen, du côté français de l'Orient Express. On me gâte énormément. J'ai droit à un beau traitement de faveur. En 1913, le trajet de Londres à Paris, par train et bateau, prenait 6h30. Un temps considéré comme très court. Aujourd'hui, le voyage est encore plus rapide, grâce au passage sous la Manche. De l'autre côté m'attend un autre train historique. Je suis sur le point de monter à bord du légendaire Orient Express. Je vais me rendre à Venise, puis à Prague, sur les traces d'Agatha Christie et de tous les passagers prestigieux du siècle dernier. Oh mon Dieu, regardez ça. Ils sont tous là pour me dire bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Je vous présente votre équipage. Ils seront à votre service durant le voyage. Voici Michele. Les gens arrivent vers moi et ils sont surexcités de me voir ici parce que c'est l'Orient Express et que je suis mieux connu sous le nom d'Hercule Poirot. Walter, chef barman. Je suis surpris du nombre de fans que compte cet extraordinaire petit homme. Quand je regarde ce train, je me dis quelle extraordinaire prouesse technique et quelle portée historique. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il est gigantesque. Il est très haut. C'est un très grand train. Chacune de ces voitures date des années 20 et fut restaurée. Le monde a changé, mais pas ce train. Je vous présente votre steward, Très bien. qui sera à votre service pendant ce voyage.
Voici Rupert. Rupert, Monsieur, bonjour. enchanté. Pareillement. Vous êtes magnifiques tous les deux. C'est haut. Oui. Dans l'œuvre d'Agatha Christie, Poirot monte à bord de l'Orient Express à Istanbul. C'est extraordinaire. Il voyage dans une petite cabine de première classe, comme la mienne. Regardez cette marqueterie. Confortable. L'itinéraire classique de l'Orient Express allait de Paris à l'actuel Istanbul. Il roula pour la première fois le 13 août 1888. Le voyage durait 81 heures, un temps très court, à une époque où d'autres moyens de transport mettaient des semaines à faire un tel trajet. Son succès fut immédiat. Les voyages en Europe ne seraient plus jamais les mêmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'équipage, bienvenue à bord. Je m'appelle Bruno Jensens et je serai votre chef de train à bord de ce Venise-Simplon Orient Express. Le train actuel fait 400 mètres de long. Il comprend 3 voitures-restaurants, une voiture-bar et 12 voitures-lits. Chaque cabine est un nid douillet de 4 mètres carrés et possède tout ce dont un voyageur distingué des années 20 aurait eu besoin. Un lavabo, avec eau chaude et eau froide. Ici, c'est la lampe principale. Et vous pouvez suspendre votre montre ou vos clés ici. Ah, pour la montre à gousset. Exactement. Comme ça, vous ne l'abîmez pas. D'accord. Vous voyez ce bouton-là? Oui. Avant, on avait beaucoup d'appels parce que souvent, les passagers, en se penchant, appuyaient dessus. Par accident. Oui, le plus souvent par accident. Donc, on a fait mettre des boutons plats parce que des fois, on a des couples en lune de miel ou de jeunes couples, vous voyez, J'entends bien. qui font des choses dans la cabine. Pardon? Qui font des choses dans la cabine, qui bougent beaucoup. Et avant, ils appuyaient sur le bouton sans faire exprès. Ça ne m'arrivera pas. Ok. Mais il me faudra certainement des WC. Il se situe au fond du couloir. Et vous ai-je dit, il n'y a pas de douche. Au début du XXe siècle, l'Orient Express assurait un itinéraire parmi d'autres au sein d'un vaste réseau européen de trains de luxe, géré par la Compagnie internationale des wagons-lits. Il devint un transport de choix pour les diplomates britanniques en partance pour l'Orient, ainsi que pour les espions et trafiquants d'armes. La danseuse et espionne Mata Hari était une passagère de l'Orient Express. Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, voyageait en dissimulant ses documents d'espionnage sous la fausse identité d'un collectionneur de papillons. Je suis maintenant en route vers Paris et traverse les champs de la bataille de la Somme. La Première Guerre mondiale interrompit le trafic de l'Orient Express, mais une voiture-restaurant allait jouer un rôle majeur à la fin du conflit. Le 11e jour du 11e mois de l'année 1918, la capitulation allemande fut signée dans la voiture-restaurant numéro 2419, qui avait été acheminée jusque dans une clairière boisée. Après la guerre, le service reprit, marquant le début de l'âge d'or de l'Orient Express. On ne lésina pas sur les moyens, et des artisans et artistes prestigieux furent engagés pour l'embellissement des wagons, dont le maître verrier René Lalique et le décorateur René Proux pour les boiseries, tous deux aussi célèbres à leur époque que les plus grands stylistes d'aujourd'hui. J'ai ici un menu de juillet 1935. C'est vraiment d'époque. Compagnie internationale des wagons-lits. Qu'avons-nous d'autre? Ah, c'est à ça que ça ressemblait. C'est merveilleux. Alors, quel aurait été votre repas? Consommé bretonne, suivi de turbo dauphine, puis côtelette d'agneau, et en dessert, des beignets d'abricot, puis le café pour finir. Et tout ce repas vous aurait coûté la somme de 4 shillings, sans compter le pourboire. C'est très cher. Agatha Christie goûta à ses voyages raffinés à de multiples occasions lors de ses trajets jusqu'au Moyen-Orient. Agatha Christie elle-même a annulé un voyage aux Indes occidentales.
parce qu'elle voulait s'embarquer sur l'Orient Express. Et elle est allée jusqu'à Istanbul. C'est extraordinaire quand on y pense. Elle était à bord de ce train et elle a appris à le connaître, puis elle l'a intégré à son histoire. Dans le roman Le crime de l'Orient Express, la victime, 13 suspects et Hercule Poirot se retrouvent à bord, coincés par la neige. Agatha Christie sut retranscrire l'atmosphère de ce train jusque dans les moindres détails. Elle parle du bruit du lavabo dans la cabine d'à côté, où Ratchet, l'homme qui est assassiné, fait sa toilette. Et elle a remarqué des choses comme le porte-montre ici. Une grande observatrice. Elle remarquait tous les petits détails. Dans le récit, Poirot décrit comment des passagers, venus de tous horizons, se retrouvent réunis des jours durant pour ne jamais se revoir une fois arrivés à destination. C'est pour lui l'aspect le plus romanesque de ce train, et je commence à comprendre ce qu'il ressentait. Alors que nous approchons de Paris, vient l'heure de dîner. Et tout comme à une époque on se mettait sur son 31 pour aller au théâtre, l'élégance est de mise à bord de ce train. Quand j'étais un jeune acteur et que je n'avais pas d'argent, j'ai travaillé pour Moss Bros dans le département tenue de soirée. Et j'ai appris à faire des nœuds papillons parce que je savais que si je pouvais montrer à des clients comment faire, ils me donneraient un gros pourboire. Du coup, je suis devenu très doué pour me faire moi-même mes nœuds papillons. À table. Je crois que ça m'aura fait mon sport de la journée. Ça doit être le plus long trajet que j'ai jamais eu à faire à bord d'un train pour aller jusqu'à la voiture-restaurant. Ça creuse. C'est incroyable comme ça ne s'arrête pas. Ça n'a pas de fin. Et ça continue, et ça continue. C'est tellement loin. Bonjour. 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 Pour moi, la voiture-bar incarne à elle seule tout l'esprit de fête que devait être celui de ce train dans les années 30, lorsque la famille royale y côtoyait des stars de cinéma comme Marlène Dietrich. Avec tant de couples à bord, je me sens un peu seul. Fort heureusement, je dîne avec Vincent Gullon, chef de train et grand fan d'Agatha Christie. C'est la voiture-restaurant d'origine ? Oui, c'est la voiture Lalique. Elle a été décorée par René Lalique en personne. Ce sont ses œuvres ? Oui, ce sont les bacchanales. Je vois pourquoi. Votre filet de bœuf Merci beaucoup. et son foie gras. Quel était le terminus du long itinéraire dont vous parliez ? Le voyage d'origine, que l'on faisait dans les années 1920-1930, allait de Paris à Istanbul. Jusqu'au bout. Et combien de temps ça prenait ? À l'époque, il fallait 3 jours et demi ou 4 jours. Il y avait plusieurs itinéraires, parce que le train récupérait plusieurs wagons qui arrivaient de différents endroits. On les attelait à Zagreb ou à Bucarest, et le tout continuait vers le sud. Certains allaient vers Athènes et d'autres vers Constantinople. C'est un train qu'Agatha Christie et son mari ont pris très souvent. Quand ils allaient sur des sites de fouilles archéologiques ? Tout à fait. Les routes ferroviaires n'étaient pas aussi bonnes qu'à l'heure actuelle. Non. La météo affectait bien plus le trajet. Il y avait des retards avec les machines à vapeur. Oui. C'était un sacré périple. Nous voilà maintenant arrêtés à Paris. De nouveaux passagers embarquent à destination de Venise. Rupert se charge de transformer ma cabine pour la nuit. Je lui ai dit, ce passage-là était mon préféré. À bord de ce train, chacun a le sentiment d'échapper à la vie réelle et d'être transporté dans un monde où plaisir et élégance sont les maîtres mots et où tout peut arriver. Et les rebondissements furent effectivement nombreux. Vous avez résolu le crime ? Oui. J'imagine bien. Bravo. Et voilà. Ma soirée était sensationnelle. J'ai même eu droit à un soufflé. Ce qui est très difficile à cuisiner, m'a-t-on dit. Mais celui-là était délicieux.
Regardez ce lit. Pendant que je dînais, Rupert a dit qu'il faisait ma chambre, et il l'a fait. Regardez ça. Il est étrangement galvanisant de dormir dans un train à la réputation si pittoresque. Avec les années, l'Orient Express fit souvent la une des journaux. Mais une histoire en particulier inspira un livre qui allait se vendre à des millions d'exemplaires. En 1929, le train se retrouva coincé par la neige durant 10 jours à une centaine de kilomètres de l'actuel Istanbul. Il n'y eut pas de meurtre, mais l'incident captiva l'imagination d'Agatha Christie, qui avait là le point de départ du crime de l'Orient Express. Qui plus est, mon wagon faisait partie de la rame en question. Je vais passer ma première nuit dans cette extraordinaire cabine. C'est dans cette voiture que Poirot aurait passé ses premières nuits. Et c'est là que je dors. Alors bonne nuit. Pendant mon sommeil, l'Orient Express a parcouru des centaines de kilomètres et passé la frontière franco-allemande en direction de l'Autriche. Rupert, qui s'est levé tôt, m'a préparé mon petit déjeuner. Souhaitez-vous que je vous serve une tasse de thé? Avec plaisir, merci. J'ai dormi par intermittence. Je n'ai pas l'habitude de tous ces bruits, des mouvements brusques du train. J'ai essayé de me souvenir de l'histoire, de ce que Poirot avait entendu. En réalité, j'ai moi-même entendu des bruits de la cabine d'à côté, comme celui du lavabo. Et Poirot, évidemment, dort juste à côté de l'homme qui se fait assassiner. La plupart des gens ne dorment pas très bien parce que le train bouge. Donc je leur dis tout le temps, revenez pour un deuxième voyage, vous verrez, vous dormirez mieux la deuxième fois. Et sinon, revenez pour un troisième. Ouais. C'est très intéressant. Tout est comme dans un petit bateau. Tout va à sa place, dans un petit coin. Exactement. Et voilà. Super. Ça vous plaît? Oui, je vais peut-être me remettre au lit. Pas de problème, je le referai. On approche doucement de Munich. On roule en direction du sud, vers la frontière autrichienne. C'était bien plus difficile de passer les frontières au début du XXe siècle. Les passagers confiaient leur passeport au steward à leur montée dans le train, et quand la police des frontières montait à bord, elle s'adressait au steward de chaque voiture, et celui-ci montrait les passeports. De cette façon, les passagers n'étaient pas dérangés à chaque fois qu'ils passaient les frontières. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tenais simplement à vous informer que nous sommes sur le point d'arriver à Innsbruck, où nous resterons à quai environ 35 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue à Innsbruck. Merci. Regardez ça. J'ai passé 20 heures à bord. Cet arrêt à Innsbruck est donc une bonne occasion pour prendre un peu l'air. Prêt? Merci. Apparemment, il change de locomotive assez souvent. Je me suis fait du souci hier soir. Je me disais que le conducteur devait être fatigué. Je suis naïf. Ce ne sont pas les mêmes. À chaque frontière, c'est une locomotive locale qui prend le relais. On peut en avoir 5 ou 7 différentes sur le trajet. Et dans des régions où ça grimpe, on a besoin d'une locomotive en plus à l'avant ou à l'arrière pour aider à monter. Pour mieux avancer. Et l'équipage aussi change. Le conducteur? Oui, il est de la région. Ah bon? Quel petit garçon n'a jamais rêvé de conduire une grosse locomotive rouge? Et je ne fais pas exception. Merci. On vous propose de conduire l'Orient Express. Quoi? Conduire l'Orient Express. Moi? Oui, jusqu'en Italie. Oui, vous avez beaucoup de chance. Je crois que vous êtes bien le seul. Absolument. Le seul à avoir jamais... Oui, oui, Vous me faites confiance? absolument. Tout à fait. Me voilà employé officiel de l'Orient Express. De l'Orient Express. Profitez. Je n'en reviens pas. Je suis comme un petit garçon. Un petit garçon. À mon âge, je vis encore des premières fois. Ouais. C'est vraiment super. Donc vous conduisez les deux locomotives. Oui.
L'une des deux a une puissance de 10 000 chevaux. Je fais ça depuis 25 ans et c'est toujours aussi chouette. Ah oui? Oui. Oh, on est parti. On s'en va. C'est parti. Mon Dieu, le rêve de tout petit garçon. Nous quittons Innsbruck pour faire 80 km jusqu'à la frontière italienne, en passant par le col du Brenner. Et c'est à moi de conduire. Maintenant, je pousse ce levier et on va aller plus vite, c'est ça? Au début du XXe siècle, résonnaient dans ces montagnes les bruits d'excavation des tunnels que l'on creusait dans la roche. Le plus long était le tunnel du Simplon, de 20 km de long, reliant la Suisse à l'Italie. Une soixantaine d'hommes mourut durant les travaux. Mais ce tunnel fit économiser une demi-journée entre Paris et Istanbul. Ce nouvel itinéraire via Venise donna son nom au Simplon Orient Express. C'est inouï. Je suis en train de conduire l'Orient Express. Je vais trop vite? Vous tirez 1 millier de tonnes. Incroyable. Et ça monte. Oui. Le col du Brenner est l'une des routes les plus basses du sud des Alpes. Mais nous devons tout de même grimper jusqu'à 700 mètres pour arriver jusqu'en haut. J'ai du mal à croire que j'ai autant de poids derrière moi. Oui. Ah ouais, un autre train. Eh oui. Une merveille de technologie en croise une autre, alors que nous passons sous le pont Europe, un pont d'une hauteur de 190 mètres. On tracte 1 millier de tonnes et 160 passagers à une vitesse de 80 km/h. C'est un poids absolument énorme qui est difficile à arrêter à cette vitesse. Le tunnel. Nous arrivons dans une courbe spectaculaire où l'on m'a conseillé de bien admirer. Oh, regardez ça! Je vois tout le train. Oui. Incroyable. 400 mètres. Il est tellement long. Pas étonnant que j'ai mis tout ce temps pour aller dîner hier. Nous approchons de la frontière italienne au niveau de la ville de Brennero et malheureusement, je dois laisser Wolfgang et sa merveilleuse locomotive. Je suis triste que vous repartiez. C'était merveilleux. Absolument. Inouï. C'était incroyable. Comme je l'ai déjà dit, je n'arrête pas d'utiliser les mots incroyable et extraordinaire. C'est le rêve de n'importe quel petit garçon et je l'ai réalisé. J'ai conduit l'Orient Express. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, on est en Italie. Et là, on est en Autriche. Elle est partie. Et maintenant, une locomotive italienne va venir jusque-là et s'atteler ici. Parce que là, on a un Orient Express sans locomotive. Et il restera tel quel un petit moment, car la locomotive italienne ne fonctionne pas. On a 2 locomotives, mais elles sont en panne. Celle-là? Non, celle-là n'est pas disponible. Pour l'instant, on a un souci avec la première locomotive. Les chemins de fer italiens ont décidé de la laisser stationner. Donc on en attend une autre. Des problèmes surgissent même avec les technologies d'aujourd'hui. Imaginez donc le défi complexe que représentait la traversée de l'Europe avec une locomotive à vapeur dans les années 20. Au bout d'une heure tout à fait agréable, la nouvelle locomotive arrive. On part pour Venise. Il faut y aller. Quand Agatha Christie voyagea à bord de ce train, la liste des passagers comprenait les plus grandes figures royales de l'époque. Les temps ont changé, mais j'aimerais rencontrer quelques passagers pour comprendre ce qui les a amenés à bord de l'Orient Express. On est là pour une raison particulière, parce que normalement ce n'était pas nous qui devions venir.
John, tu veux peut-être expliquer toi-même? J'avais acheté des billets il y a 18 mois pour ma mère et ma sœur. Parce que ma mère disait que c'était une des choses qui lui restait à faire et dont elle avait vraiment envie. Mais malheureusement, elle nous a quittés il y a un mois de ça. Et comme notre 25e anniversaire de mariage arrivait, on s'est dit qu'on profiterait des billets pour elle. C'est un cadeau que j'ai fait à ma fille Tina pour son anniversaire. Oh, vous devez être un papa bien spécial. Exactement. C'est notre lune de miel. Oh, merveilleux! Oui, Félicitations. merci. On voulait quelque chose de spécial, et ce train est spécial. Des voyageurs de l'époque victorienne aux jeunes couples d'aujourd'hui, la clientèle de l'Orient Express a bien changé. Un élément qui n'appartenait pas au train d'origine était la voiture-bar. Celle-ci fut créée dans les années 1980 et elle est gérée par Walter. Bonjour. Bienvenue au bar. Merci beaucoup. Vous fermez ou vous êtes ouvert toute la journée? Le bar ouvre à 8 h du matin. D'accord. Mais des fois, il arrive qu'on ne ferme pas le bar et qu'il reste ouvert jusqu'à l'aube. Avec le lever de soleil à Paris, les passagers profitent du bar toute la nuit. Mon cocktail arrive. Je vais me régaler. Merci beaucoup, Walter. Avec plaisir. Merci. Santé. Santé. Luxe et plaisir ont toujours été les maîtres mots de l'Orient Express. Et même dans les années 30, lorsque la crise économique et l'agitation politique s'emparèrent de l'Europe, et que d'autres trains s'équipèrent de wagons couchettes de deuxième classe, l'Orient Express conserva son esprit festif. Mais avec la montée du fascisme en Europe, le train fit à nouveau les gros titres en 1931, lorsqu'il fut victime d'un attentat à la bombe en Hongrie. 20 personnes y trouvèrent la mort. Parmi les survivants se trouvait la danseuse exotique Joséphine Baker, qui entonna des chants patriotiques en attendant les secours. C'est à cette époque que Le crime de l'Orient Express fut publié. Dans le livre, Poirot se retrouve coincé à bord avec 13 suspects, chacun ayant été assigné par Agatha Christie à une cabine en particulier. Est-ce que le wagon du livre ressemble à celui dans lequel on se trouve? Il en est très proche. Le wagon dans lequel on se trouve, c'est le plus proche qu'on puisse trouver du wagon issu du roman. Les couchettes 6 et 7 seraient celui-là, avec un lit au-dessus. Ma cabine, donc. Oui, votre cabine. Dans cette configuration, où Hercule Poirot se serait-il situé? Un peu plus loin dans le couloir, dans la 5e cabine. Il y a une chose qui servait à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui les inspecteurs de la sécurité hurleraient, ce sont ces porte-bougies. L'Orient Express n'a pas toujours eu des installations électriques comme aujourd'hui. Ce sont les deux seuls qui aient survécu dans cette voiture. Le fait qu'Agatha Christie se soit vraiment trouvée à bord de ce train et que ce train l'ait inspiré dans l'écriture de ce roman, ça m'inspire beaucoup, moi aussi, sachant que j'incarne le personnage de Poirot. Agatha Christie dépeignit l'Orient Express au sommet de son élégance et de son romanesque. Mais en 1939, la Seconde Guerre mondiale arrêta net le célèbre train. Et l'un de ses anciens wagons allait de nouveau entrer dans l'histoire. Lorsqu'Hitler envahit la France en 1940, il obtint sa revanche en sortant de son musée le wagon de l'armistice de 1918 et en forçant les Français à signer leur capitulation dans cette même voiture-restaurant. Quelques années plus tard, lorsque l'Allemagne perdait la guerre, Hitler le fit détruire pour s'éviter toute humiliation d'une signature dans les mêmes circonstances. Chaque wagon possède son histoire bien à lui. Certains servirent au transport de soldats, d'autres de centres de soins. Et l'un d'eux, présent sur cette rame, fut utilisé à des fins plus frivoles dans la France occupée. La voiture dans laquelle on entre est la voiture numéro 3544. Et elle avait été réquisitionnée par Hitler qui l'avait utilisée comme maison close pour ses officiers. Maison close? Absolument. Ça alors? De 1942 à 1945.
Des centaines de wagons furent perdus ou détruits pendant la guerre. Il fallut déployer d'immenses efforts pour retrouver et réparer les wagons restants et rétablir les voyages longue distance de luxe dans l'Europe d'après-guerre. J'ai du mal à croire que nous avons quitté Londres hier matin et que nous arrivons maintenant à Venise, après un trajet historique extraordinaire. Je ne suis qu'à la moitié de mon voyage, mais je profite de cette occasion pour me dégourdir les jambes à l'arrêt le plus glamour de l'Orient Express, Venise. Sans doute la ville la plus romantique du monde, elle est demeurée une destination de choix pour ce qui est sans doute le train le plus romantique du monde. Bienvenue à Venise. Le trajet Londres-Venise aura pris 36 heures. Et à une époque où les voyages en avion n'existaient pas encore, ce train était la façon la plus rapide de s'y rendre. Tous les clichés sont vrais. Il y a des photographes partout. L'attrait qu'exerce Venise a beaucoup à voir avec le chic qu'elle dégage. Un trait qu'elle a en commun avec l'Orient Express. Mais Venise possède également un aspect plus sombre, qui s'accorde bien avec le romanesque du train. Son atmosphère de recoins et de canaux inspira de nombreux auteurs de romans noirs. Ma guide vit à Venise et est experte en polar, Tony Cepeda. Il y a tant d'intrigues policières qui se déroulent à Venise. Oui. Et ce qui est ironique, c'est que la plupart ont été écrites par des étrangers. Ici, on est ébloui. La ville est magique. Et avec tous ces reflets de la lumière et de l'eau, on a du mal à faire la différence entre illusion et réalité. Même quand on habite ici, on s'inquiète un peu si on entend quelque chose tomber dans l'eau la nuit, ou quand on entend le son de ses propres pas. C'est une atmosphère particulière où on s'imagine des cadavres dans l'eau et ce genre de choses. Ça arrive de retrouver des cadavres? Dans les romans noirs. Agatha Christie n'a jamais choisi Venise comme cadre pour l'une de ses histoires, n'est-ce pas? Non, non. Et c'est étrange qu'elle soit passée à côté de ça. Oui, c'est un cadre parfait. Il y a plein d'idées possibles. L'étape Venise était un incontournable pour les couples en lune de miel, mais n'était qu'un arrêt parmi d'autres sur la longue route vers l'Orient. Quelle atmosphère! Malheureusement, je ne peux pas rester longtemps à admirer les lieux, car j'ai un train important à prendre. Regardez ça, le magnifique Grand Canal. Et la gare. « 10 minutes. Content de vous revoir. Content d'être de retour. Oui, Merci beaucoup. je vous en prie. Au revoir Venise. Et nous repartons vers Prague. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Orient Express fut remis en service. Mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Le caractère prestigieux du voyage n'étant plus en accord avec l'époque, la guerre froide fermant ses itinéraires en Europe de l'Est et la compétition des voyages en avion à bas prix faisant rage, l'Orient Express n'était plus rentable. En mai 1977, une dernière rame quitta Paris en direction d'Istanbul. Pour moi, il est l'heure de dîner. Ces chaussures sont toutes spéciales à mes yeux, parce que je les portais sur le tournage de la dernière saison d'Hercule Poirot. À chaque fois que je les remets, ça me rappelle plein de choses. Je me rends maintenant dans les cuisines, qui, d'après ce qu'on m'a dit, sont très exiguës, et où il fait très chaud. Ça a l'air d'être le branle-bas de combat. Mais je ne vais pas rencontrer Gordon Ramsay. D'ailleurs, un filet de bœuf à point. Go, go, go. Combien, s'il vous plaît, la dernière? Please, please, please. Go, go, go. Oh mon Dieu!
Bonjour, vous êtes Nicolas? Oui, Et voici Christian. Vous avez l'air débordé. Je me croirais dans les coulisses d'un théâtre, là où se fait tout le travail. C'est un peu similaire, n'est-ce pas? Il fait très chaud. quand on va vers Istanbul, Oui. parfois ça peut monter jusqu'à 45 degrés dans les cuisines. 45? Oui, Oui, Vous cuisinez entre 12 et 15 heures par jour. oui, tous les jours. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus dur à cuisiner dans un train? le soufflet. Ah oui. Pourquoi cuisinez-vous quelque chose d'aussi difficile à bord de ce train? On aime la difficulté. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Mais vous avez tous l'air tellement calme. Vous ne paniquez pas. Ou peut-être que si. Vous paniquez? Oui. On se croirait dans Cauchemar en cuisine. Même aujourd'hui, les cuisines des Orient Express écoulent 150 kilos de caviar et 22 000 bouteilles de champagne par an. Pas étonnant que je doive me dégourdir les jambes. Bon. On se rend compte soudain qu'au milieu de tout ce luxe, il n'y a pas de WC dans les cabines. Et qu'on est bel et bien dans un train. Donc, quand faut y aller, faut y aller. Le dernier déshonneur de l'Orient Express eut lieu à Monte-Carlo en 1977, avec la vente aux enchères des vieux wagons. La princesse Grace de Monaco en fit un événement prestigieux et raviva l'intérêt public. Dans la foule se trouvait un riche amateur de chemin de fer du nom de James Sherwood. Son rêve, rénover ce vieux matériel roulant et lui rendre sa gloire d'antan en proposant un service privé à travers toute l'Europe. Il acheta ses 2 premiers wagons et 5 ans plus tard, le Venise-Simplon Orient Express était en service. Nous sommes maintenant en Autriche, en route vers Vienne. Et Mario est mon steward pour cette étape du voyage. Bonjour, monsieur. Bonjour Mario. Petit déjeuner. Merci beaucoup. Pour vous. Merci. Le personnel de l'Orient Express est recruté au sein des plus grands hôtels d'Europe, ce qui inclut les meilleurs chefs cuisiniers et les stewards de cabine les plus discrets qu'ils soient. Pour Mario, qui travaille ici depuis 22 ans, le service à l'ancienne est inséparable de la technologie à l'ancienne. C'est le système d'origine pour chauffer l'eau et les wagons pendant l'hiver. C'est très surprenant. Je n'arrive pas à croire que vous utilisiez encore du charbon. C'est là qu'on dort et qu'on travaille. Avant, à la belle époque de l'Orient Express, les stewards avaient un siège dans le couloir, comme un banc. Oui, Est-ce que c'est là qu'ils dormaient? absolument. Comme ça. Et ils dormaient là. Dans le livre, le steward est là et il peut voir tout le couloir. C'est vrai, Poirot l'appelle, n'est-ce pas? Oui. Si les murs pouvaient parler, ils auraient tant de choses à dire. Tellement d'histoires. Ah oui. Et la plupart d'entre elles seraient des histoires d'amour. Et d'amour charnel, peut-être. En réalité, ce train, c'est le train de l'amour. Mais aussi le train de la liberté, parce qu'il passe les frontières. Après la chute du mur en Allemagne, un an plus tard, on était à Budapest. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que ce train, c'est l'amour et la démocratie. Sans démocratie, il ne pourrait pas rouler. Le train de l'amour de Mario franchit les frontières depuis 1982. Ce n'est pas tout à fait l'Orient Express d'origine, mais il rappelle parfaitement cet âge d'or qu'incarne Hercule Poirot. Je crois que l'une des choses que Poirot aime au sujet de ce train, c'est le fait de pouvoir observer. C'est un grand observateur. Il s'intéresse à la psychologie, aux détails, aux petits détails, la vérité, les faits, les faits. Il est extraordinaire. Nous venons de passer la frontière tchèque et continuons notre route vers Prague. Un trajet seulement possible depuis la chute du rideau de fer. Je voulais éclaircir le mystère de l'Orient Express, comprendre pourquoi il avait captivé l'imagination de tant de gens. Et maintenant que j'ai parcouru plus de 3000 km à son bord, à travers 6 pays différents,
je crois avoir compris. Ici, dans ce monde feutré, où les amitiés se lient et où les frontières se franchissent sans embûche, le voyage prend une dimension historique. Depuis que l'Orient Express fut mis en service au XIXe siècle, les empires et les dictatures se sont faits et défaits. Les cartes se sont redessinées. Le rêve de l'Orient Express consistait à voyager librement au sein d'une Europe sans frontières. Et aujourd'hui, après 100 ans de conflits et de changements, ces frontières disparaissent. Les gens peuvent se déplacer librement. Et le rêve est devenu réalité. Je suis sûr que je vous reverrai. Je suis sûr que je reviendrai. C'est incroyable le nombre d'amitiés que l'on peut lier. Je dois dire au revoir à tout le monde. C'est triste. Agitez la main. Coucou. Ce train a beau être extraordinaire en lui-même, il ne serait rien sans son équipage. Bravo. Nous voilà maintenant à Prague. Nous avions démarré à Londres et nous sommes arrivés à destination. Mais l'important, comme on le dit, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et je ne vois pas plus beau chemin.